Salut les sportifs connectés, c'est Hermano et vous êtes sur le podcast de Nakan. Et puis aujourd'hui, on respecte notre agenda. Je ne suis pas tout seul. Déjà, Grégory est avec moi. Salut Greg. Salut Hermano. Et nous avons un invité. Alors on va laisser notre invité se présenter, nous dire qui il est, déjà comment il s'appelle, qui il est, et puis ce qu'il fait un peu dans la vie. Et ensuite, nous entamerons les débats sur les plateformes et communautés sportives. Cher invité, je te laisse le micro. Bonjour Hermano, bonjour Greg, merci beaucoup de cette invitation. Je suis Benjamin Sorbet, je suis le fondateur de Sweetbay. C'est une application destinée à la grande communauté des runners, des triathlètes, des cyclistes. On le présente comme l'assistant virtuel des clubs de sportifs. Le but du jeu étant que notre application aide dans toute l'organisation des compétitions, des entraînements, et que ce soit plus une tâche fastidieuse pour seulement certaines personnes à l'intérieur d'un groupe d'amis ou d'un club sportif. Oh c'est génial, comme ça on est pile poil dans le thème, on a bien fait de t'inviter pour parler de ce sujet-là. Alors, on va peut-être dériver un peu aussi sur les plateformes, plus globalement, mais en tout cas, je suis sûr que ton expertise va nous aider à avancer sur ce sujet. Je l'espère. Greg, du coup, est-ce que tu veux déjà peut-être nous faire un historique de la genèse de ces plateformes, des communautés en général ? Alors, avec le web, on a vu apparaître des plateformes qui ont voulu fédérer un petit peu des groupes de personnes assez tôt, au début des années 2000. Je crois qu'on voyait apparaître des plateformes comme MySpace qui étaient vraiment toutes les précurseurs de ces réseaux sociaux qu'on connaît tous maintenant. Et puis maintenant, on a une offre qui est vraiment extraordinaire sur Internet de tous ces endroits où on peut se retrouver dans des communautés virtuelles. Donc ça a débouché sur la création de Facebook, qui est actuellement le monstre des réseaux sociaux, même si au fil des ans maintenant, on a l'impression qu'il est encore en train de perdre un petit peu de sa superbe au profit d'autres réseaux que les jeunes plébiscitent plus. Et puis forcément, tout ça a fait germer des idées dans les fondateurs d'applications sportives. Et puis on a des applications spécifiques qui sont arrivées pour le sport, ou en tout cas des acteurs historiques qui se sont aussi mis à la socialisation sur leur plateforme. On peut citer en exemple les leaders du marché comme Garmin ou Polar, qui ont intégré des fonctions sociales entre guillemets à leur plateforme. Garmin par exemple, maintenant tu peux avoir un flux d'actualité qui montre les activités sportives réalisées par tous les personnes que tu suis ou qui sont dans tes groupes, et puis tu peux aller les liker, les commenter. Ça ressemble un peu à une espèce de mini Facebook dans ton Garmin Connect. On a la même chose qui se passe par exemple chez Polar dans Polar Flow. Donc voilà, on a une socialisation de ces pratiques sportives qui émergent de plus en plus. Et puis on ne peut pas parler de socialisation sportive sans parler du monstre qui est actuellement l'application Strava, et puis qui elle regroupe, je pense, la plus grande communauté de sportifs à travers le monde sur une plateforme communautaire de partage sportif, puisque Strava se concentrent sur cette activité-là. Ils produisent ni matériel, ni montres, ni compteurs cyclistes, ni autres. Ils ont vraiment que leur sociabilisation via leur application et leur site web. Donc voilà un petit peu l'historique, je pense, grosso modo, des plateformes Web 2.0 participatives aux plateformes qu'on connaît maintenant, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat pour les plateformes sociales, grand public et à large thématique. Et puis sur les plateformes sportives qui commencent à germer, soit chez les fabricants historiques, soit sur des applications dédiées. Ouais, et toi Benjamin, est-ce que tu utilises d'autres plateformes, d'autres applications auxquelles on n'aurait pas pensé? Parce que c'est vrai que dans le milieu du sport, le mastodonte, c'est quand même Strava. Bon, comme tu l'as dit, Greg, il y a les constructeurs qui essayent de se mettre aussi à faire ça, Polar, Garmin. Personnellement, j'ai une expérience un peu mitigée sur leur fonctionnalité de sociabilisation. Toi, Benjamin, t'en vois d'autres ? Je crois que le tour d'horizon est plutôt bien dressé. On a des applications qui sont bien généralistes. Il existe aussi Meetup où l'on voit pas mal de groupes se créer autour de la pratique sportive, mais ce n'est qu'une agrégation, un élément supplémentaire de leur offre qui est très très large.
je pense que oui, il y a pour partie des applications qui sont focalisées vers la performance, Runtastic, Nike Pro Club pour les applications des coureurs. Il y en a d'autres qui sont plus, comme vous le disiez, autour de la sociabilisation, me mettre en valeur ou en tout cas partager avec ma communauté mon actu sportive. Et ensuite, d'autres groupes d'applications qui sont là pour réunir les gens, créer des communautés de gens qui se connaissent ou de gens qui ne se connaissent pas pour la pratique. Je pense que ces trois grosses entités couvrent pas mal le spectre de l'application pour le sport. Ouais, et c'est vrai que, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que chacune a vraiment sa spécialité. Par exemple, sur Strava, tu es quand même un peu plus axé performance. Alors, ils ont aussi un module un peu social, réseau social du sport. Par contre, quand tu veux commencer à chercher des gens dans une région parce que tu te déplaces et puis tu veux aller faire du sport, tu veux découvrir des coins et donc des gens là où tu vas aller, c'est un petit peu plus difficile de trouver preneur avec Strava. De la même manière, avec Garmin ou Polar, si tu essayes pas d'hacker un peu le système, ça me paraît difficile. Je ne sais pas, Runtastic, Runkeeper et autres, si c'est aussi facile ou si ce sont des fonctionnalités qui ne leur sont pas du tout réservées. C'est toujours le principe quand on développe une application ou un software où on spécialise et on offre quelque chose de bien identifié, où on souhaite être généraliste, et dans ce cas-là, on va répondre que moyennement à l'ensemble des besoins des utilisateurs. Donc, effectivement, quand Strava travaille sur la performance, eh bien, il vient agréger une couche supplémentaire qui sera certainement moins performante que celle d'autres applications qui se focalisent sur l'aspect social. C'est difficile pour des éditeurs de logiciels d'arriver à être spécialistes de tout le spectre de besoins des utilisateurs. On le voit bien si on reprend un peu de hauteur avec Facebook. Facebook fait tout et n'importe quoi, et les gens ils l'utilisent parce qu'ils ont une grande habitude. Ça fait 15 ans que les gens utilisent Facebook, donc ils ont vu arriver ces différentes fonctionnalités, ils arrivent à s'en sortir. Mais imaginez-vous quelqu'un qui aujourd'hui se lance dans Facebook avec le nombre de possibilités que l'application offre, c'est l'idéal pour se perdre et perdre des utilisateurs d'emblée. Sur Facebook, on cherche plus forcément à trouver des choses spécifiques parce que c'est devenu un ogre tellement générique que voilà, on n'y trouve en tout cas pas des choses spécifiques. Et si je veux, par exemple, pour avoir des informations génériques ou pour avoir des informations grand public sur toutes les thématiques qui m'intéressent, ça peut être une plateforme qui est intéressante. Oui, exactement, c'est un bon intermédiaire pour ensuite être redirigé vers des choses plus spécialisées, parce qu'on retrouve tout le monde dans Facebook. C'est maintenant le canal Google et Facebook sont les canaux numéro 1 en termes de publicité, de marketing digital, de manière incontestée dans le monde entier. Donc on peut y retrouver tout. C'est une bonne vitrine en tout cas pour accéder à des choses plus spécialisées. Et en parlant justement d'accéder à des choses un peu plus spécialisées, si on se focalise un peu sur Strava et sur la performance, enfin pas forcément sur Strava, mais sur des applications type Strava qui vont être plutôt axées sur la performance de chacun et la comparaison, un peu ce concours de qui a la plus grosse. Est-ce que vous avez déjà vécu des expériences plutôt bonnes ou plutôt mauvaises avec ce genre de réseau où finalement vous l'utilisez un peu, vous prenez ce que vous avez à prendre et puis vous laissez à côté les moins bons côtés? Alors Benjamin, je ne sais pas si toi tu as une expérience que tu veux partager par rapport à ça. En tout cas, ce que je peux voir, c'est que des retours de mes utilisateurs ou de mes proches, certains ont justement décidé de lâcher ce type d'application parce que la pression, alors la pression elle est toute relative, hein, mais c'est un sport de loisir, je le prends comme un sport de loisir et tout de suite je suis mise en comparaison avec l'ensemble d'une communauté. C'est quelque chose que je recherche pas dans le sport et donc c'est quelque chose qui m'intéresse qui m'intéresse moi. C'est des retours que j'ai eu. Après on a d'autres retours que je vois qui sont plus que je vois sur le web, de gens qui sont amenés à
en quelque sorte tricher sur leur performance pour se valoriser auprès d'une communauté de runners ou de cyclistes. Ça, on a des exemples tous les jours, plus ou moins drôles. Je crois que la dernière fois, c'était ce vieil homme qui courait le marathon de San Francisco, qui avait fait ou de Boston, qui avait fait un temps incroyable, et on s'est aperçu que il avait triché, il avait pris le métro, gagné 10 km. C'était un vieil homme de 90 ans, et le malheureux a été foudroyé sur les réseaux sociaux et s'est jeté dans le fleuve la semaine d'après. Donc il y a des choses drôles, des choses beaucoup moins drôles. C'est toujours il y a toujours un aspect pervers, quelle que soit l'utilisation qu'on fait des applications et des réseaux sociaux en tout cas. Et c'est sûr. Et puis Strava nous met constamment en challenge par rapport aux autres. Enfin, moi, c'est un peu le ressenti que j'ai. Par rapport à ton volume d'entraînement par semaine, tu as des classements où tu vois directement quasiment sur ta page d'accueil sur Strava, tu es en 8e position sur 12 par rapport à ton volume d'entraînement cette semaine. Tu vois ton classement dès que tu as accompli une activité et que tu l'as téléchargé sur Strava, tu vois ton classement dans tel ou tel com ou dans tel ou tel segment. Voilà, t'es classé, t'es catégorisé. Il y a une compétition qui s'installe de manière quasiment permanente sur chaque activité. Et c'est vrai que moi j'ai une approche de Strava qui est assez prudente par rapport à ça, dans le sens où je vais en général déjà choisir les activités que je publie sur Strava, c'est-à-dire que les activités que je fais avec mes différents gadgets électroniques vont se synchroniser automatiquement sur Strava, mais quand elles arrivent sur Strava, elles sont en mode confidentiel. Et puis là, je vais choisir lesquelles je vais partager, et puis mes séances d'entraînement habituelles, je vais pas forcément toutes les partager, et comme ça, je serai conscient qu'à la fin de la semaine, quand j'ai 4 heures d'entraînement sur Strava, moi je sais pertinemment que j'ai fait plus que ça, et puis c'est pas ma plateforme de référence pour mon entraînement sportif. Donc je vais pas me dénigrer par rapport aux autres par rapport à ça, et puis j'ai un recul suffisant pour savoir que si je m'entraîne peu cette semaine, c'est parce que je suis en récup. Si je m'entraîne peu en termes de volume, c'est parce que j'ai fait beaucoup de qualitatif. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas que le volume hebdomadaire ou mensuel qui compte. Et ça peut emmener des gens sur la pente glissante du surentraînement, à mon avis, ou en tout cas de foirer certaines séances. On en parlait en préparation de cette émission. Il y a un truc qui est redoutable avec Strava, c'est les live segments. C'est-à-dire que sur ma montre ou sur mon compteur cycliste, je vais pouvoir configurer le fait d'avoir les segments en direct pendant mon activité. Et ça m'arrive régulièrement de faire une sortie récup sur mon vélo de route ou sur mon VTT, et puis d'aller puis de me dire bon ben voilà, je travaille ma cadence, je vais être au-delà de 90 ou 100 tours minutes au niveau de ma cadence de pédalage. Je vais pas mettre plus que X watts parce que je veux être en mode récupération. Et puis tout à coup, il y a le compteur qui dit à un moment attention, segment arrivé dans 300 mètres. Benjamin vous a battu sur ce segment de 14 secondes il y a 2 semaines. Et voilà, forcément, il y a un moment, tu dis bon, voilà, j'ai fait une demi-heure en récup, j'ai les jambes qu'il faut, je vais essayer d'aller gratter ces 14 secondes. Et là, en fait, tu vas juste foirer ta séance parce que si tu pars à bloc dans ce segment qui va mesurer, je sais pas, arbitrairement 800 mètres, c'est 800 mètres que tu vas faire à bloc et que tu vas pas faire en récup, et puis ton entraînement, il aura plus rien à voir avec ce que tu avais prévu à la base. Donc ça peut être un petit piège, et puis je pense que n'importe qui peut facilement se faire piéger par ce genre de truc. Donc il y a un avantage d'avoir une stimulation dans certains contextes d'entraînement, mais je pense que ça peut être dommageable dans d'autres. T'as raison, Greg, il faut vraiment être le plus sérieux possible dans l'utilisation, pas se faire déborder par ce genre de choses. Et, il faut que ça reste des leviers de motivation, de plaisir, pas de la compétition. Alors forcément, c'est quelque chose de motivant, et c'est d'ailleurs pour ça que ces applications et que ces services proposent ce genre de modalités. C'est pour rendre l'utilisation de l'application addictive, parce que c'est leur intérêt de faire revenir un maximum les utilisateurs et les voir utiliser au maximum le service. Après, il y a plein d'autres manières de motiver les coureurs, de motiver les cyclistes, de motiver les sportifs en général. Et effectivement, il y a plein d'autres apps qui proposent d'autres systèmes qui sont aussi intéressants et qui poussent les participants à aller s'entraîner, à aller courir, à aller nager, à aller faire du vélo. Et ouais, moi je me dis que finalement, ce qui me motive un peu plus dans le
sport. Alors j'avoue, je suis pas du tout un adepte des live segments. J'enregistre avec ma montre mes sorties, mais je synchronise une fois que j'ai terminé. Et pendant la sortie, j'essaye de faire complètement abstraction de ma montre, confère différents épisodes qu'on a fait avant, et notamment c'est dû aussi au fait que j'ai parfois un peu du mal à la faire fonctionner, mais bon, ça c'est autre chose. Mais par contre, il y a vraiment des moments où je m'éclate énormément et où je peux avoir aussi cet effet néfaste dont tu parlais, Greg, avec Strava, mais c'est quand je vais courir avec d'autres copains, enfin courir, quand je vais faire du sport en général avec d'autres personnes, les amis, la famille, des copains de club. Je pense que c'est aussi une très très bonne motivation qui peut parfois être poussée à son extrême, et donc on retombe dans ce jeu du concours de celui qui va être le plus rapide ou le plus fort. Mais globalement, quand on sort avec un groupe plutôt modéré et plutôt responsable, on arrive à faire la sortie et à tenir ses objectifs. Et je ne sais pas s'il existe sur le marché énormément d'applications qui permettent de se rencontrer à plusieurs ou de créer des communautés sportives. Il en existe quelques-unes. Bon, déjà, avant de parler de SweetB qui propose ce genre de service, il y a certainement deux grands groupes. Il y a la partie des applications qui vous propose de rencontrer des sportifs parce que vous êtes seul, que justement vous cherchez des compagnons de sortie. Et dans ce cas-là, c'est en quelque sorte un réseau social du sport, j'allais dire un Tinder du sport. Une agence matrimoniale du sport. Exactement. Ou alors d'autres types d'applications comme SweetB qui permet aux groupes déjà établis de faciliter l'organisation de leur sortie. Et c'est la motivation de la création de notre service. Avant de se lancer dans le développement, etc., on a sondé la communauté des coureurs, la communauté des cyclistes. En France, ne serait-ce qu'en France, on est, je crois, entre 13 et 15 millions de personnes qui pratiquent la course à pied et qui la pratiquent entre 1 et 4 fois par semaine. Je ne sais pas si vous avez certainement déjà organisé des anniversaires, des sorties, etc. C'est un parcours du combattant pour savoir qui vient, qui ne vient pas, les détails, etc. Et ben, imaginez-vous que ces gens-là, c'est 1 à 4 fois par semaine et c'est toujours les mêmes qui organisent. Donc c'est pour ça qu'on a développé un système, un assistant personnel pour les collectifs de runners et de sportifs pour faciliter ça en quelques instants, être capable d'organiser une sortie. Le but du jeu, c'est que ça facilite au maximum, que ça motive, parce que la moitié des gens que l'on a sondés disent préférer sortir en groupe pour des questions de motivation, pour certains pour des questions de sécurité, pour des questions de performance aussi. Je vais sortir avec des gens qui sont un peu plus forts que moi pour essayer de me pousser à améliorer ma pratique. Et en France, la Fédération française d'athlétisme ne licencie que 120 000 coureurs. Donc, vous voyez le delta entre les 120 000 coureurs et les 12-13 millions de coureurs réels qui doivent se débrouiller seuls pour organiser leur pratique. Et c'est pour ça que certaines applications vont aller tenter de régler ce problème. Et rapprocher les gens, des gens qui se connaissent ou des gens qui ne se connaissent pas et qui souhaitent pratiquer en collectif. Et puis après, il y a aussi toutes les grandes marques que l'on voit en tout cas dans les métropoles qui sont en train de créer des groupes. Alors on a Nike d'un côté, on a Reebok de l'autre, on a Adidas de l'autre qui essaient de mobiliser leurs clients pour organiser un maximum de sorties, notamment le week-end, des tests produits, etc. pour fidéliser leur communauté, leur clientèle, et essayer de la garder captive sans le caractère péjoratif du terme, bien sûr. Voilà, alors ça j'allais y venir. En fait, on a cette offre qui est proposée. Alors moi j'avais exactement cet exemple des marques qui créent des communautés de coureurs pour qu'ils se retrouvent. Et donc on retrouve ça qui est un peu à mi-chemin en fait entre la pratique purement individuelle du sport où je rentre chez moi, je vais courir tout seul. Alors des fois effectivement ça manque un petit peu de sociabilisation, hein, surtout quand on passe des heures à l'entraînement par semaine. On
aime bien aussi pouvoir partager ces moments-là. Et puis la contrainte entre guillemets du club de course à pied qui impose l'heure d'entraînement chaque semaine, hyper régulier. Et puis tu sais que si tu te mets dans le club, en général, il faut être présent aux entraînements. Et puis ça devient quasiment une contrainte. Donc on trouve des choses qui sont à mi-chemin entre ça, c'est-à-dire de pouvoir se retrouver de manière tout à fait libre. Je peux y aller lors de la séance de ce mercredi, puis ne pas y aller à celle de ce week-end, et puis voilà, participer un petit peu à la demande. En fait, on rejoint là dans l'idée du sport un petit peu l'évolution de notre société, quoi, de pouvoir faire toutes les choses qu'on veut, mais à la carte. Et c'est assez intéressant parce que ça montre bien un petit peu le changement de vie et de liberté qu'on veut avoir dans notre vie en général. Puis là, ça rejoint clairement le monde du sport et de la pratique sportive de loisirs, mais un petit peu à la Uber de la course à pied, quoi, si on peut dire ça comme ça. Et qu'il y ait des plateformes ou des applications qui permettent de simplifier ou de mettre en relation les gens pour ça, je pense que c'est bénéfique. Parce que comme tu le disais, Hermano, tout à l'heure, de courir avec d'autres personnes, ça va permettre aussi une source de motivation qui est incroyable. Faire un entraînement de fractionné sur piste tout seul, on se dépassera jamais autant et on n'ira jamais autant dans sa zone rouge qui pourtant nous permet de progresser que si on a quelqu'un qui court 2 secondes plus vite devant nous, puis derrière lequel on essaie absolument de s'accrocher. Allez, je vais arriver à tenir encore la 8e répétition derrière lui, la 9e, allez, la 10e, je vais la tenir. Et puis voilà, on arrive à faire un entraînement qui est beaucoup plus productif que si on y va tout seul, qu'on va moins vite, puis qu'à la 8e répétition, on se dit ouais, bon, je suis fatigué, je vais jeter l'affaire, et puis c'est terminé, puis on zappe les 2 dernières qui pourtant auraient été très utiles. Donc voilà, ça a plein de bénéfices de s'entraîner à plusieurs, et si on peut faciliter la mise en relation de plusieurs sportifs, je pense que c'est très positif. Moi, je me pose quand même une question. C'est les grandes marques que sont Nike, Adidas, Reebok qui organisent de plus en plus d'événements pour inciter les gens à faire du sport ou à aller courir ou à se dépasser, etc. Eux, ils ont un business model qui est clair, on le connaît, c'est fidéliser les gens avec leur marque et les inciter à acheter plus, à dépenser plus dans leur marque. Sur des applications comme la tienne, finalement, qu'est-ce qui, hormis l'altruisme, qu'est-ce qui va faire que tu veux créer des communautés sportives tiens, déjà, on va peut-être recentrons le débat. On va peut-être revenir à la genèse de ton produit, parce que tu nous as dit que vous aviez sondé les coureurs et les cyclistes, mais qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, quasiment, tu aies décidé de te mettre avec des associés et puis de développer un produit pour communauté sportive? Alors, je me suis associé avec mon ami Dimitri en faisant ce constat-là. J'en avais plutôt assez, j'étais un peu démotivé de devoir relancer constamment mes amis pour aller faire une sortie running. Je devais relancer constamment nos amis si on voulait aller jouer au foot le dimanche. C'était toujours les plus motivés, et donc moi, en l'occurrence, à qui incombait la charge de cette organisation. Je me suis dit, c'est pas possible. Et en plus de ce métier d'entrepreneur dans le monde de la technologie, je suis aussi coach sportif. Et je me suis demandé de quelle manière la technologie pouvait m'aider à faciliter ma vie, à faire gagner du temps. Et je me suis dit qu'un système où je pouvais regrouper mes différentes communautés d'amis ou de clients ou de co-compétiteurs dans des environnements simples où tout le monde pouvait interagir serait peut-être une bonne idée. Donc à la base de cette idée, donc c'est ma situation, mon contexte. Et je suis allé le confronter à d'autres amis, à d'autres compétiteurs, à d'autres coachs qui m'ont dit mais c'est sûr, on perd un temps fou, on gagne énormément de frustration à essayer d'organiser tout ça. Et donc l'idée de départ vient de ce constat-là, de mon expérience personnelle. Ok, et du coup, une fois que vous êtes mis autour d'une table, vous avez commencé à développer le produit, comment est-ce que finalement vous allez gagner de l'argent? Enfin, quel est votre business model, si tu peux en parler? Bien sûr. Alors la première idée, c'est de se dire que ce genre de service, on ne le fait pas payer aux utilisateurs. C'est pas vraiment viable. Mais il y a un vieil adage dans le monde de la technologie qui dit si vous ne payez pas le produit, c'est que c'est vous le produit.
Donc évidemment, il y a un axe qui est assez facile, c'est le contenu sponsorisé à l'intérieur des applications. Tout le monde en a l'habitude. Le caractère dangereux de ça, c'est à quel point la publicité de contenu sponsorisé vient polluer l'expérience utilisateur. Ce qu'on a vu aussi, c'est que on pouvait pas baser notre modèle économique sur ce simple constat et cette possibilité de faire de la pub. Donc, on s'est aussi creusé la tête, on a continué à discuter avec nos utilisateurs qui aiment bien la compétition, même ceux qui travaillent qui utilisent le sport comme loisir. Veulent pouvoir se mesurer aux autres. Et du coup, on a commencé à développer le concept de Sweetbay Challenge. Ce sont des courses que l'on peut venir faire n'importe où, n'importe quand, près de chez soi, dans les endroits où on a l'habitude de s'entraîner, avec la possibilité de détrôner le champion à chaque fois de chaque parcours, qui est un utilisateur, un coureur habituel dans ces zones-là. C'est quelque chose qui vient rajouter de l'émulation, qui vient motiver nos utilisateurs, qui permet d'être fait en groupe ou tout seul, et qui, là, est un service qui est payant avec un prix dérisoire. On parle de 1 à 3 euros, qui nous permet de capter des nouveaux utilisateurs, pas ceux qui veulent seulement faire du loisir, mais aussi ceux qui veulent être un peu plus dans un mode compétition. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des compétitions qui sont longues, c'est quelque chose dans lequel je peux me lancer un peu à l'improviste. C'est pas un marathon, c'est pas le prix d'un marathon non plus, et c'est pas les contraintes de préparation que l'on peut avoir dans les courses traditionnelles. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de très bien marcher pour nous et qui nous rapporte qui représente un levier financier pour Sweetbay. Ok, donc vous êtes parti d'un produit pour créer des communautés, pour fédérer des communautés de sportifs, pour organiser la rencontre de ces communautés, et vous le transformez doucement en un Strava un peu plus bonifié et qui vous rapporte de l'argent. Je dirais mieux, on a fait en sorte de ramener des communautés en leur facilitant la vie, et maintenant on leur propose de se mettre au défi les unes les autres, puisqu'elles sont dans l'application, pour celles qui veulent toujours goûter à cet esprit de compétition. Donc on n'est pas sur un autre produit ou quelque chose qu'on a découvert au milieu pour gagner de l'argent. C'est quelque chose qui faisait partie de notre vision dès le départ, mettre les communautés, mettre à disposition des communautés un outil qui leur rend la vie facile et leur permettre de se rencontrer, toujours dans un esprit ludique, et en y apportant une petite dose de compétition pour ceux qui le veulent. Alors moi, j'ai une question qui est très très technique et très très pointue par rapport à ce que tu viens d'évoquer comme fonctionnalité, parce que c'est quelque chose dont j'avais parlé il y a quelques années lors d'une conférence que j'avais donnée par rapport au sport, à l'émulation des plateformes, et on avait parlé de Strava et des coms. Et puis je m'étais rendu compte en décortiquant un petit peu les résultats sur Strava que certains coms de lieux qui sont pas forcément super connus étaient très vraisemblablement sujet à de grandes tricheries. Si on prend le com de l'Alpe d'Huez, c'est quelque chose qui est mythique, qui est surveillé probablement par les équipes de Strava en mode manuel, ce genre d'ascension. Mais par contre, si on prend un petit com qui est pas loin de chez moi, il y a des montées à 5-6% sur 3-4 km qui sont montées à 45 km/h, où on se dit que humainement, je vois même pas un sportif cycliste pro venir là et faire ce genre de performance. Donc on se dit là il y a clairement soit une montée qui a été enregistrée en voiture, soit un fichier qui a été modifié après coup pour être uploadé sur Strava. On connaissait le site Digital EPO qui permettait d'uploader un fichier issu de sa montre, ouais, de dire je veux augmenter ma performance dans ce fichier de 25-30%, et puis hop, ça te génère un nouveau fichier .fit ou .tcx qui permet de réduire le temps mais de garder les données qui sont dedans cohérentes. Et donc du coup, est-ce que quand tu développes ce genre d'activité, tu veilles via un algorithme ou via d'autres mécanismes à ce que l'équité et le respect d'une compétition entre guillemets saine est respecté? Alors aujourd'hui, nous, on le fait de manière un peu artisanale. Dès qu'il y a un nouveau champion ou dès qu'il y a un résultat un peu spécifique, on le regarde de près. Ce que l'on veut, c'est automatiser ça, et notre
notre angle, il est assez simple, c'est comparer la performance aux données moyennes, aux performances moyennes de l'utilisateur. Si on voit que j'ai amélioré ce jour-là de 10-15% ma performance, c'est fort probable qu'il y ait tricherie. Et dans ce cas-là, je me demande pourquoi Strava ne le fait pas encore, parce que c'est techniquement pas irréalisable. Surtout qu'ils ont toutes les données qui sont enregistrées, donc je pense que c'est ça. Après, voilà, éliminer les temps qui sont suspects, quitte à soit perdre un utilisateur, en tout cas avoir une discussion avec l'utilisateur et pourquoi pas remettre son temps s'il s'avère qu'il n'y a pas de tricherie. Mais il faut pas trop couper les cheveux en quatre sur ce sujet-là, parce que sinon si votre application ou votre service est réputé pour être plein de tricheurs, et ben c'est fini. Donc il faut être effectivement très vigilant sur ça. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on retrouve les réseaux sociaux avec plein de champions du monde en puissance qui malheureusement ne s'alignent pas sur les courses officielles. Mais il faut faire attention, et il y a des moyens assez simples, même s'ils sont un peu binaires. Il faut pas hésiter, à mon avis, dès qu'il y a une suspicion de triche, à intervenir. En tout cas, c'est l'approche qu'on a, nous. Je pense qu'effectivement, Strava travaille très très fort pour éviter justement d'avoir cette a priori. Je pense qu'ils ont été en grande partie acteurs du fait de la fermeture du site Digital EPO, qui permettait ce genre de manipulation, parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont difficilement détectables. C'est clair que si moi, sur une performance globale sur l'année, tout d'un coup sur un com de 800 mètres, j'arrive à mettre 45% de watts en plus, c'est pas forcément extravagant, parce qu'on peut se dire je suis en mode entraînement en endurance, le 80% de mon temps sur mon entraînement annuel, et là tout d'un coup je mets tout ce que j'ai sur un com en particulier. Donc le seuil il est peut-être difficile à trouver. Donc si je prends un fichier d'entraînement sur une sortie de 3 heures puis que je l'augmente de 5, 7, 8%, c'est très difficile pour un algorithme de trouver le vrai du faux. Donc je pense que là il y a vraiment énormément de travail compliqué à faire pour éliminer les tricheurs des plateformes, mais je pense que c'est un combat qui vaut autant la peine que le contrôle antidopage dans les grandes courses professionnelles, parce que sinon ça décrédibilise complètement la plateforme, le sport amateur, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc pour moi c'est un combat important. Ouais. Je suis complètement d'accord, Grégory. Il en va de la survie de ce genre de service. S'ils sont décrédibilisés, les gens leur tourneront le dos immédiatement. Et on voit la volatilité qu'on a en général vis-à-vis de n'importe quel service. Et je ne parle pas que des digitaux. Quand on a une mauvaise expérience, on va chercher autre chose. On est rarement patient maintenant sur ce genre de sujet. Donc il faut être extrêmement vigilant, et c'est un sujet à part entière, en tout cas chez Sweetbay, et je suis sûr chez les autres entreprises qui proposent ce type de service. Donc, messieurs, si je résume un peu pour conclure, on est quand même parti de l'historique des réseaux sociaux pour en arriver à la création des plateformes plutôt orientées sport, enfin on va dire des réseaux sociaux dans le sport. On a vu un petit peu les gains et les côtés négatifs que pouvaient avoir ces plateformes. Malgré tout, suite à une étude notamment que vous avez fait chez Sweetbay, mais surtout, je pense, liée au bon sens, c'est ce que Grégory et moi avions remarqué aussi, c'est qu'on court quand même, on fait du sport de façon beaucoup plus assidue et motivée et plus souriante quand on est à plusieurs, d'où l'émergence de certaines applications, certains services de création de communautés ou d'assistants à créer des communautés ou à créer des événements sportifs. Donc, Benjamin, tu nous as présenté un peu ton produit. Moi, j'ai quand même une dernière question, parce qu'on est dans un podcast des sportifs connectés. Ça va quand même faire un sacré paquet d'applis, de gadgets, de choses qui sont connectées autour d'une seule pratique sportive. Maintenant, si on regarde, de plus en plus de montres embarquent un capteur de cardio-fréquence-mètre, ok, mais c'est quand même pas super précis, et on conseille de garder une ceinture thoracique. On se dit qu'il faudrait peut-être aussi courir avec un capteur de puissance, parce que le GPS de la montre n'est pas forcément super précis. Et puis, quand on a fini l'entraînement, finalement, il faut qu'on synchronise tout ça, soit entre eux, soit avec d'autres plateformes, pour après
jouer dans certains réseaux sociaux comme Strava ou comme Sweetbay. Quand est-ce qu'on s'arrête? On s'arrête quand on se retrouve avec des sportifs bioniques. Je ne sais pas où on s'arrête. On s'arrête là où on en a marre déjà. Je pense que c'est la première chose. Grégory parlait de ses habitudes de pratique. Moi, il m'arrive aussi de partir courir et de même pas avoir de montre, de juste mettre mes baskets, mon short et d'aller courir parce que ça me fait du bien. C'est encore la responsabilité de chacun et la liberté de chacun de décider de mettre le capteur, de pas le mettre. Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'effectivement, il y a une panoplie de possibilités qui s'agrandit de jour en jour. Je saurais pas te répondre précisément où mettre la limite, où la limite va arriver. Je pense qu'elle est individuelle et qu'il faut, dans tous les cas, garder en tête qu'on est des sportifs loisirs, c'est le plaisir, c'est la santé et aller chercher les éléments en fonction de ses motivations propres. Suivre la tendance parce que sinon je serais largué au niveau technologique ou je serais largué au niveau de mon groupe. Je pense que c'est pas la bonne manière de penser la chose. Donc et puis pourquoi pas faire un peu de chaque chose, mais à des moments différents. C'est vrai que l'armure technologique pour aller courir, faire du vélo, ça semble pas très réaliste, mais qui sait, hein, on a déjà vu tellement de choses. Moi, je pense que en fait la réponse très pragmatique à ta question de savoir quand est-ce qu'on s'arrête, moi je pense qu'en fait on continue, on ne s'arrête pas tant que ça couvre des besoins. Et en réalité, de mettre en relation des sportifs pour une activité, je pense que ça couvre clairement un besoin qu'il peut y avoir. Des gens qui n'ont pas envie d'aller s'entraîner tout seul, particulièrement en hiver quand l'obscurité arrive assez tôt, puis qu'on va s'entraîner le soir à la lueur de sa frontale. Des fois, on n'est pas forcément rassuré d'être tout seul, ou alors des endroits peut-être un petit peu isolés pour aller faire une session de trail en montagne où on n'est pas sûr qu'on va croiser un promeneur sur les prochaines 2 heures, et si il nous arrive une catastrophe, on va peut-être être content d'être avec quelqu'un. Donc là, il y a clairement un besoin. Après, est-ce que de se comparer aux autres continuellement sur ce travail, il y a un besoin? Je sais pas. Moi, je le ressens pas forcément, mais c'est vrai que parfois, j'aime quand même bien regarder quand j'ai fait une séance en appuyant bien fort ou alors en allant chercher un petit peu mes limites sur un parcours que je connais pour aller voir un petit peu mon amélioration de performance par rapport aux autres. C'est vrai que j'aime bien regarder ces classements. Donc, il y a peut-être aussi un besoin qui est moins important, moins vital, mais qui est quand même là. Donc, en fait, tant qu'on arrivera à combler des vides avec ce genre d'application, avec ce genre de service, je pense qu'il y aura toujours de la place pour des services comme ceux-ci. Donc, voilà. C'est de toute façon le marché et les utilisateurs finaux qui décident si l'application ou la plateforme a une place ou pas. Je pense que c'est une très belle conclusion, mon cher Grégory. Après ces jolis mots, je propose qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Par contre, avant de partir, Benjamin, tu peux peut-être nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut rentrer en contact avec toi, continuer à échanger la discussion ou voire même tester ton produit. Bien sûr, alors notre application est disponible sur Apple Store, Google Play bien évidemment. Son nom c'est Sweetbay. On est présent sur Facebook, sur Instagram et nous on sera ravis d'accueillir tous nos nouveaux utilisateurs, de répondre à des questions et de continuer l'aventure avec un maximum de sportifs motivés. Voilà, et pour nos auditeurs, donc on retrouvera toutes les références des produits qu'on a évoqués durant cet épisode du podcast, et bien évidemment les références de Sweetbay sur podcast.nakan.ch dans l'article qui correspond à cet épisode de cette première saison du podcast. Et puis Hermano, je pense que la dernière étape avant de clore cet épisode, c'est de demander à nos auditeurs, encore une fois, de nous laisser des avis, des pouces, des étoiles, des commentaires sur ce qu'ils ont aimé, pas aimé par rapport à cet épisode ou par rapport à toute la saison 1 qu'on a déjà enregistrée. Et puis comme ça nous donnera des pistes pour les prochains épisodes, des axes d'amélioration peut-être, et puis de savoir si les gens sont toujours contents de nous écouter une fois toutes les 2 semaines. Écoute, tout est dit. Je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter. Merci à tous les deux pour ce bon moment. Et puis, j'espère qu'on aura encore l'occasion d'échanger sur ce sujet ou sur bien d'autres. Merci à vous. Merci beaucoup.